La Martinique, 1842. La chaleur n'est pas seulement un climat dans cette colonie, c'est une sentence de mort qui pèse sur les champs de canne à sucre. Le silence de la nuit est régulièrement brisé par le sifflement d'un métal brûlant rencontrant la chair humaine. Un son que personne n'oublie jamais. Monsieur de Varenne n'est pas un homme qui punit pour corriger, il punit pour marquer sa propriété de façon indélébile et brutale. Ceux qui osent croiser son regard finissent avec une cicatrice purulente sur la joue, un rappel éternel qu'ici, un seul homme détient le droit de vie et de mort. La plantation de Varenne est un empire de terreur bâti sur la sueur, le sang et un secret que les murs de la demeure seigneuriale gardent jalousement. Mais dans l'ombre de cette hiérarchie impitoyable, un homme observe, écoute et attend son heure avec une patience qui frise l'obsession. On l'appelle Basile, le maraîcher, un esclave âgé dont le dos courbé cache une force mentale et une acuité sensorielle que personne ne soupçonne. Basile possède un don que le maître considère comme une curiosité de foire. Il voit dans l'obscurité totale comme s'il faisait plein jour. Pour de Varenne, Basile n'est qu'un outil utile pour surveiller les cultures la nuit, une anomalie biologique sans importance réelle. Pourtant, cette vision nocturne n'est que la partie émergée d'un arsenal de perceptions qui font de Basile l'homme le plus dangereux de l'île. Il peut lire les vibrations du sol, ressentir l'approche d'un cavalier à des kilomètres ou deviner le mouvement des prédateurs sous les feuilles mortes. Ce que le maître ignore, c'est que Basile n'utilise pas ses dons pour protéger la récolte, mais pour cartographier les failles de son oppresseur. Avant de poursuivre ce récit sur la chute d'un tyran, je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin pour comprendre l'incroyable ingéniosité de ce plan. Dites-moi dans les commentaires, sur une échelle de 0 à 10, quelle est votre soif de justice face à de tels actes de cruauté, et abonnez-vous pour ne rien manquer. Le plan de Basile commence par un objet d'une simplicité déconcertante, un bol de lait chaud, placé avec une précision millimétrée. Ce bol n'est pas un geste de servitude, c'est un appât thermique destiné à attirer une créature que tout le monde craint plus que le fouet du maître. Le trigocéphale, le serpent emblématique de la Martinique, dont le venin a le pouvoir de liquéfier les tissus humains en quelques minutes seulement. Basile a passé des décennies à étudier ces reptiles, à comprendre leurs besoins de chaleur et leur manière de traquer leur proie dans le noir. Il sait que sous les planchers de bois précieux de la demeure, la mort rampe, cherchant désespérément une source de confort thermique. En déposant ce bol de lait fumant près du lit du maître, Basile vient de signer un pacte avec la nature pour transformer la chambre en un tombeau. De Varenne dort du sommeil des injustes, persuadé que sa fortune et sa position sociale le protègent contre toute forme de rébellion. Il ignore que sa richesse n'est qu'une façade fragile, un château de cartes sur le point de s'effondrer sous le poids de ses propres crimes. Quelques semaines plus tôt, alors qu'il creusait des canaux pour le potager, Basile avait déterré un secret qui allait changer le cours de l'histoire. Ce n'était pas de l'or qu'il avait trouvé, mais quelque chose de bien plus précieux, des preuves irréfutables de la trahison de son maître. Le coffret contenait des registres de dettes massives, et surtout, l'acte de décès falsifié du véritable héritier de la plantation, le frère de Varenne. Le maître n'était qu'un usurpateur, un criminel de sang-froid qui avait volé l'identité et les biens d'un homme qu'il était censé protéger. Basile savait que la vérité seule ne suffirait pas à renverser un homme aussi puissant. Il lui fallait un levier, une urgence qui ne laisserait aucune issue. Cette urgence prit le visage de Noémie, la petite fille de Basile, une enfant de 12 ans dont l'innocence était sur le point d'être brisée. Pour éponger ses dettes de jeu contractées auprès d'un marchand de passage, de Varenne avait décidé de vendre Noémie comme une simple marchandise. Le départ était prévu pour l'aube, et Basile savait que s'il ne frappait pas cette nuit, sa lignée serait perdue à jamais dans l'enfer des cales. Le temps n'était plus à la réflexion, mais à l'exécution chirurgicale d'une vengeance mûrie dans le silence des champs de canne. Chaque pas que Basile faisait dans la maison cette nuit-là était calculé pour ne pas éveiller les soupçons des chiens de garde ou des milices. Sa capacité à lire les vibrations lui permettait d'éviter chaque planche qui craquait, chaque courant d'air qui aurait pu trahir sa présence. Il était devenu un spectre, une ombre parmi les ombres, portant avec lui le bol de lait qui servirait de guide aux prédateurs. La vapeur montait avec une régularité presque hypnotique, créant une colonne de chaleur invisible dans l'air frais de la chambre seigneuriale. Basile s'assura que la fenêtre restait légèrement entr'ouverte, laissant un passage libre pour les invités indésirables qui nichaient dans les soubassements. Le reptile sentit immédiatement la source de chaleur et commença son ascension lente et sinueuse le long du montant sculpté du lit en acajou. Basile, caché dans le renfoncement d'une armoire, observait la scène avec le détachement d'un juge rendant un verdict inévitable. Mais le venin n'était que la moitié du piège,
car Basile avait glissé un autre élément sous l'oreiller de plume du maître, un papier qui brûlait plus que l'acide. C'était la lettre de dénonciation, celle qui prouvait l'usurpation d'héritage, placée là pour que le juge de paix la trouve au lever du jour. Basile savait que le juge de paix, M. de Rochefort, était un homme d'une rigueur inflexible, arrivant chaque mois pour les inspections de routine. Si de Varennes était retrouvé paralysé ou agonisant, la perquisition qui suivrait ne laisserait aucune chance à ses mensonges de survivre. Pourtant, alors que le serpent s'approchait de la gorge du maître, un bruit sourd retentit à l'autre bout du couloir, brisant la perfection du silence. C'étaient des pas lourds, accompagnés du balancement d'une lanterne dont la lumière commençait à filtrer sous la porte de la chambre. Le majordome, un homme dévoué corps et âme au maître par crainte de subir le même sort que les autres, faisait sa ronde nocturne habituelle. Basile retint son souffle, sa main se crispant sur le manche d'un outil de jardinage qu'il avait gardé sur lui, en cas de confrontation directe. Si le majordome entrait maintenant, il verrait le serpent, il verrait Basile, et tout l'édifice de justice s'écroulerait avant même d'avoir pu être érigé. Le maraîcher se prépara à agir, sachant que la vie de Noémie et le destin de la plantation dépendaient des prochaines secondes. Le prédateur, perturbé par ce nouveau mouvement, se redressa, prêt à frapper la première chose qui bougerait dans son périmètre de détection. De Varennes, dans son sommeil agité, commença à murmurer des paroles incohérentes, sa main se rapprochant dangereusement des écailles du reptile. L'air devint électrique, chargé d'une tension si forte qu'on aurait pu l'entendre vibrer comme la corde d'un arc tendu au maximum. Basile ferma les yeux un instant, se connectant aux vibrations du sol pour anticiper le moment exact où la porte s'ouvrirait sur le chaos. Le majordome poussa enfin la porte, et la lumière de sa lampe balaya la pièce, révélant une scène que personne n'aurait pu imaginer. Le cri qui s'apprêtait à sortir de sa gorge fut étouffé par une vision qui le pétrifia sur place, une vision de mort imminente et de vengeance froide. Mais ce que le majordome ne savait pas, c'est que Basile n'avait pas encore joué sa dernière carte, et que le plus grand danger n'était pas celui qu'on croyait. Le majordome, un homme nommé Théodore, reste pétrifié sur le seuil de la chambre, le souffle coupé par une vision d'horreur pure. La lumière de sa lampe à huile, vacillante et jaune, vient d'accrocher les écailles luisantes du trigocéphale qui ondule sur le lit de M. de Varennes. Théodore sait que le moindre son, le moindre mouvement brusque, pourrait précipiter l'attaque fatale du reptile contre son maître. Mais ce qu'il ne comprend pas encore, c'est que l'ombre qui se tient derrière lui est bien plus déterminée que n'importe quel prédateur sauvage. Avant que le majordome ne puisse laisser échapper le moindre gémissement, Basile surgit de l'angle mort de la pièce avec une rapidité foudroyante. Il applique une pression spécifique sur les artères du cou de l'intrus, une technique apprise autrefois auprès des anciens qui connaissaient les secrets du corps humain. Basile rattrape la lanterne juste avant qu'elle ne percute le parquet, évitant ainsi un fracas qui aurait réveillé toute la maisonnée et scellé son destin. Il dépose le corps inanimé du majordome sur le tapis épais, conscient que chaque seconde perdue rapproche l'aube et le départ de sa petite fille. Le temps est devenu son pire ennemi, une horloge invisible dont chaque battement résonne comme un glas dans sa poitrine oppressée. Dans un coin de son esprit, il revoit le visage de Noémie, ses grands yeux remplis d'une incompréhension déchirante face à la cruauté des hommes. Basile ressent une douleur sourde, une colère froide qui coule dans ses veines comme un poison plus lent, mais tout aussi mortel que celui du serpent. Il se demande si ses ancêtres le regardent en cet instant, s'ils approuvent ce recours à la violence pour briser le cycle de l'humiliation. Il a passé sa vie à soigner la terre, à faire pousser la vie là où d'autres ne voyaient que du profit. Mais ce soir, il est devenu le semeur de tempêtes. L'odeur de l'huile de lampe se mêle à celle de la sueur froide de Théodore et au parfum entêtant des magnolias qui entrent par la fenêtre. Le reptile est fasciné par la chaleur qui émane du corps de Varennes, une chaleur qui promet un repos que le sol humide de la cave ne peut offrir. M. de Varennes bouge légèrement dans son sommeil, une main venant frôler les écailles froides du monstre sans qu'il en ait conscience. Basile observe son oppresseur avec une froideur absolue, se remémorant chaque coup de fouet, chaque insulte, chaque vie brisée pour un sac de sucre. Il se demande si cet homme a jamais ressenti une once de remords, ou si son âme est aussi desséchée que la canne après la récolte. Le plan est une mécanique de précision, où le moindre grain de sable pourrait transformer cette justice poétique en un massacre désordonné. Si le maître se réveille brusquement, il mourra, mais si Basile est découvert avant l'arrivée du juge, tout ce qu'il a construit disparaîtra dans les flammes. Au dehors, les bruits de la plantation commencent à s'éveiller. Les ordres aboyés par les contremaîtres déchirent le calme précaire de la nuit. Basile sait que le marchand d'esclaves est déjà en train de préparer ses chevaux, prêt à emmener Noémie vers un destin dont on ne revient jamais.
L'image de sa petite fille en larmes lui redonne la force nécessaire pour affronter l'imprévisible, pour rester debout dans cette chambre maudite. Soudain, un changement s'opère dans l'atmosphère de la pièce, une vibration que Basile ressent jusque dans la plante de ses pieds. Le maître ouvre les yeux, mais pendant quelques secondes, son cerveau refuse d'intégrer la réalité cauchemardesque qui lui fait face. Il voit la silhouette de Basile, immense et immobile dans l'obscurité, tel un ange exterminateur surgi de ses propres péchés. La terreur qui s'empare de lui est si totale qu'elle le paralyse plus efficacement que n'importe quel lien physique ou menace verbale. Il veut hurler, appeler Théodore, appeler ses gardes, mais sa gorge est nouée par une contraction réflexe qui ne laisse passer qu'un sifflement de peur. « Ne bougez pas, monsieur », murmure Basile d'une voix basse et caverneuse qui semble sortir des entrailles même de la terre qu'il a cultivée. Le maître comprend alors que l'homme qu'il a méprisé toute sa vie est désormais le seul rempart entre lui et une agonie atroce. Chaque respiration du maître est un risque. Chaque battement de son cœur est une invitation pour le trigocéphale à planter ses crocs dans sa chair. C'est à ce moment précis que Basile tend la main vers l'oreiller et en sort la lettre compromettante, celle qui contient le secret de l'héritage volé. De Varenne voit sa propre signature falsifiée, il voit les noms de ceux qu'il a trahis pour obtenir ce domaine, et il comprend que son empire s'écroule. La mort physique n'est plus sa seule crainte. Il voit maintenant l'ombre du déshonneur et de la ruine totale s'abattre sur lui. Basile ne ressent aucune pitié, seulement la satisfaction amère de voir enfin la vérité éclairer ce nid de vipères qui est devenu la demeure seigneuriale. Il sait que le juge de paix est maintenant sur le chemin, sa voiture de fonction soulevant la poussière sur la route principale du domaine. C'est le signal que Basile attendait, le moment où le piège doit se refermer définitivement sur le prédateur humain et le prédateur animal. Mais alors qu'il s'apprête à reculer pour laisser la justice suivre son cours, il remarque un détail qu'il avait omis dans son analyse sensorielle. Le majordome n'était pas aussi profondément assommé que Basile le pensait, et sa main se rapproche dangereusement de la lanterne renversée. Si Théodore se redresse et donne l'alerte avant que le juge n'entre dans la pièce, Basile sera celui qui finira au bout d'une corde avant midi. Le moindre geste vers Théodore pourrait distraire son attention du serpent, laissant au reptile l'occasion de frapper le maître trop tôt, détruisant ainsi toute chance de procès. Basile doit choisir entre sa sécurité immédiate et la réussite totale d'un plan qui doit libérer Noémie pour toujours. Le silence de la chambre est maintenant habité par 3 hommes dont les destins sont liés par un fil de soie sous le regard froid d'un monstre de sang. Le juge de paix descend de son carrosse, sa voix autoritaire résonnant déjà dans le vestibule, demandant à voir Monsieur de Varenne sans délai. Théodore ouvre enfin les yeux et son regard croise celui de Basile. Une lueur de compréhension et de haine mutuelle s'allumant entre eux deux. Le majordome s'apprête à crier, à briser ce fragile équilibre de terreur pour sauver sa propre position de serviteur privilégié. L'instant de vérité est arrivé, celui où les masques tombent et où le sang risque de couler sur les parquets de bois précieux. Mais une découverte fortuite dans la main de Théodore va changer radicalement la donne pour tous les protagonistes de cette tragédie nocturne. Le pas de Monsieur de Rochefort est celui d'un homme qui ne connaît pas le doute, une cadence mécanique qui résonne dans toute la demeure. Au premier étage, dans la chambre du maître, le temps s'est arrêté, figé dans une stase mortelle où le moindre souffle pourrait déclencher l'irréparable. Théodore s'apprête à hurler. Sa bouche s'ouvre pour briser le silence, mais il s'arrête net en voyant le serpent se cabrer sur la poitrine de son maître. Il comprend instantanément que s'il appelle à l'aide, le premier mouvement du prédateur sera de planter ses crocs dans la carotide de Monsieur de Varenne. « Le silence est votre seule chance de survie », murmure Basile, sa voix n'étant rien de plus qu'un souffle glacé dans la chaleur étouffante de la pièce. Le maître, dont le visage est devenu d'une pâleur cadavérique, fixe le serpent avec une fascination morbide, conscient que son autorité s'est évaporée. La porte s'ouvre brusquement, et la lumière du jour naissant inonde la pièce, révélant au juge une scène qui dépasse l'entendement humain. Monsieur de Rochefort s'arrête sur le seuil, sa canne à pommeau d'argent frappant le sol, alors qu'il découvre son ami de longue date pétrifié par un reptile. « Que se passe-t-il ici de Varenne ?» tonne le juge, bien que sa voix trahisse une pointe d'inquiétude face à la présence du trigocéphale. Basile ne recule pas. Il reste là, tenant toujours le document qui va sceller le destin de cette plantation et de tous ceux qui l'habitent. « Monsieur le juge, l'animal n'est qu'un témoin de la vérité que cet homme tente d'étouffer depuis trop longtemps, » déclare Basile avec une dignité retrouvée. Le juge, intrigué par l'audace de cet esclave qu'il croyait insignifiant, s'approche avec prudence et saisit le papier jauni par le temps. À mesure qu'il lit, les sourcils de Rochefort se froncent et son visage, habituellement impassible, se durcit sous l'effet d'une indignation croissante.
Il reconnaît les sceaux officiels, les signatures qu'il a lui-même validées des années auparavant, et réalise qu'il a été l'instrument d'une vaste imposture. Le maître veut nier, il veut accuser Basile de vol et de sorcellerie, mais le trigocéphale déploie ses anneaux, prêt à libérer sa charge mortelle. La peur de la mort est plus forte que l'instinct de préservation de son mensonge, et de Varenne s'effondre psychologiquement devant l'autorité de la loi. « Saisissez cet homme », ordonne Rochefort en désignant non pas l'esclave, mais le maître de la plantation dont le règne vient de prendre fin. Les gardes hésitent un instant, déroutés par l'ordre, avant de s'avancer vers le lit, prenant soin d'éviter le reptile qui semble désormais monter la garde. Avec une maîtrise qui laisse le juge sans voix, Basile raccompagne le prédateur vers la nature, comme s'il s'agissait d'un allié dont la mission est accomplie. Le serpent glisse sur le rebord de la fenêtre et disparaît dans les feuillages, laissant derrière lui une pièce chargée de révélations explosives. L'usurpateur ne ressemble plus au tyran qui marquait les visages au fer rouge. Il n'est plus qu'un vieil homme brisé par la honte et la perte de son pouvoir. Théodore, le majordome, reste prostré dans un coin, comprenant que son allégeance aveugle vient de le conduire directement vers la complicité de crime. La perquisition qui suit est d'une rigueur absolue, chaque recoin de la demeure et des terres étant fouillé sous la direction précise du maraîcher. Lorsque le coffret est enfin déterré et ouvert devant les notables de l'île, les preuves du détournement d'héritage éclatent au grand jour, indiscutables. La nouvelle de la chute de Varenne se répand comme une traînée de poudre dans les champs de Cannes, apportant un espoir que beaucoup croyaient mort. Mais pour Basile, la victoire ne réside pas dans la ruine de son maître, mais dans la liberté d'un être cher qui attend dans l'ombre. Il insère la clé dans la serrure rouillée, et le grincement du métal est le son le plus doux qu'il ait entendu depuis des décennies de servitude. Noémie lève les yeux, ses larmes de terreur se transformant en un regard d'incrédulité, alors qu'elle voit son grand-père se tenir devant elle, libre. Chaque coup porté sur le métal est une revanche sur le destin, une déclaration de guerre contre un système qui n'a pas réussi à briser son esprit. Il n'a pas eu besoin de fusil ni de couteau. Il a simplement utilisé la connaissance de la terre et la force de la vérité pour forcer la main de la justice. Le contrat de vente de Noémie est déchiré par le juge de paix en personne, qui reconnaît en Basile un homme d'une intégrité rare dans ce monde de corruption. La plantation est placée sous séquestre et les registres falsifiés sont envoyés directement au gouverneur pour un procès qui fera date dans l'histoire coloniale. Ils marchent vers un futur incertain, mais ils marchent la tête haute, laissant derrière eux les champs de Cannes qui ont bu trop de sang pendant trop longtemps. Le soleil se lève enfin sur une Martinique qui semble respirer différemment, comme si le poids d'une injustice millénaire s'était légèrement allégé. Basile s'arrête un instant pour regarder le paysage, sentant les vibrations du sol sous ses pieds, une terre qui lui appartient enfin par le droit du cœur. Il sait que le combat pour la dignité n'est pas terminé, mais il a prouvé qu'un simple maraîcher pouvait faire trembler les fondations d'un empire. Ce bol restera là comme un symbole silencieux, un rappel que même les plus puissants ne sont jamais à l'abri des conséquences de leurs actes. L'histoire de Basile est celle d'une intelligence patiente l'emportant sur la force brute, une leçon de justice qui résonne encore à travers les siècles. Nous arrivons au terme de ce récit incroyable, où un bol de lait a changé le cours d'une vie et rendu la justice à ceux qui n'avaient plus d'espoir. Dites-moi dans les commentaires quelle note de 0 à 10 vous donnez à la bravoure de Basile, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres dossiers historiques. La justice a parfois besoin d'un guide silencieux pour trouver son chemin, et cette nuit-là, elle a trouvé son plus grand allié en la personne du maraîcher. Son nom a peut-être été oublié par les livres d'histoire officiels, mais son geste demeure gravé dans la mémoire de la terre martiniquaise. La liberté n'est pas un cadeau que l'on reçoit, c'est une conquête que l'on mène avec sagesse, courage et une foi inébranlable en la vérité. C'est ainsi que se termine l'affaire du bol de lait chaud, un mystère résolu par la force de l'esprit contre la tyrannie du fer. Car dans l'obscurité de l'injustice, il y aura toujours une lumière, si petite soit-elle, pour montrer le chemin de la rédemption. Mais la question demeure, combien d'autres secrets sont encore enterrés dans les rigoles d'irrigation de notre passé oublié?